Québec, pour chaque groupe de 600 enfants, il y en a un ou une qui va développer un cancer avant l'âge de 15 ans. C'est le cas de 2000 d'entre eux actuellement, mais Dieu merci, on en guérit maintenant 3 sur 5. N'empêche que c'est une terrible épreuve pour le petit être en question, pour celle et celui qui l'ont mis au monde, pour les petits frères et petites sœurs, et même pour le personnel médical qui s'en approche chaque fois avec le cœur serré. Ça doit être dur de demeurer serein devant ce qui est probablement une des plus grandes injustices de la vie. Nous avons voulu vivre l'expérience auprès des familles qui la traversent. Et elles nous ont accueillis chaleureusement, même si c'était au cœur de leur épreuve. Nous sommes venus au 5e étage de cet hôpital Sainte-Justine rencontrer Sébastien, Francis, Kevin, Marie-Josée et le terrible regard du petit Benoît. Non, il n'y a pas le goût de parler, là. Non, alors, tu passes ça à l'hôpital, puis ça l'enferme un petit peu. Enferme. Il aime ça, oui, je dirais qu'il encaisse. Il va avoir de la colère en lui. Sûrement. Ah oui. De la tristesse, beaucoup de tristesse. C'est pas des choses intéressantes. Un petit garçon de 8 ans, il a passé une journée à l'hôpital, une journée. Les semaines à l'hôpital, là, il a comme pas le goût d'être ici, il aurait le goût d'être chez lui, dans ses affaires, dans sa maison. Lorsqu'il rentre à l'hôpital, Benoît n'a plus envie de parler. On peut lire sur son visage son refus d'être là. Benoît souffre de leucémie. Il en est à sa 2e rechute. Il restera à Sainte-Justine 3-4 semaines. Ses parents sont toujours à ses côtés. La seule chose que je peux faire, je ne suis pas médecin, je connais rien en médecine, mais la seule chose que je peux faire, c'est donner du temps puis de montrer qu'on lutte ensemble. D'apprendre à lutter en même temps que lui, puis qu'on le fait ensemble, puis que de garder, d'être positif à travers ça. Parce qu'il y a toujours de l'espoir. Le docteur, il va passer pour nous donner les résultats de la biopsie. Hier, ce qu'ils ont fait, là, le pic dans le foie, là, la biopsie du foie, ils vont nous donner les résultats pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Après ça, les hématologues, eux autres, ils vont tous se mettre ensemble pour savoir quel protocole qu'on va prendre, quel médicament qu'on va prendre. Vous écrivez tout à l'heure quelque chose sur la feuille. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est juste pour donner un petit coup de main aux infirmières, pour courir toujours après les infirmières, pour mesurer son urine, prendre le pH de son urine. C'est juste pour alléger la tâche des infirmières, parce qu'ils ont pas mal d'ouvrages sur l'étage, puis toujours courir après eux autres quand ils sont occupés. C'est quelque chose que je peux faire. Puis, moi, ça me dérange pas. Je suis là rien que pour ça, dans le fond, je suis là pour l'aider. Ces petits gestes qu'un parent peut poser permettent de se sentir utile et d'apprivoiser une situation qui parfois le dépasse. Parents, infirmiers, médecins forment une seule et même équipe, toujours au service de l'enfant. Des liens profonds se tissent qui rendent moins pénibles ces longs séjours. On revient souvent. On s'habitue pas mal aux infirmières. Puis à tous ceux qui passent, là, pendant la journée, comme les gardes, ceux qui s'occupent de l'entretien aussi des fois. Puis souvent, les infirmières, on crée un lien à longue de venir. Ce lien-là, c'est le fun. C'est comme une petite famille à longue. Donc l'hôpital ici, c'est votre 2e maison? Oui, c'est la deuxième chez nous. C'est presque votre chez vous? Oui, c'est ça. Ah oui. Des fois, quand je parle, je me trompe. Là, je dis, ben là, je suis à la maison, mais à la maison, c'est petit. Je suis habituée, là. Ben, je me fais beaucoup d'amis aussi ici avec les infirmières, puis pas de problème. Donc, vous dormez ici? Oui. Je fais ça la semaine. Je dors aussi la semaine. Puis les fins de semaine, je retourne à la maison m'occuper de mon petit vieux. Et vous dormiez où? Dans un lit? Dans votre chambre? Oui, dans un petit lit, là. Oui. Oui. Ginette Houle vit à l'hôpital depuis près de 7 mois. Son fils Francis souffre d'une malformation congénitale du petit intestin, une maladie rare. Il est relié depuis sa naissance à un appareil. L'hospitalisation prolongée d'un enfant désorganise bien des vies. La ouverte est familiale parce qu'il faut que tu t'organises. Quand tu es petit, tu n'es pas chez vous. Puis
Il y en a d'autres. J'ai une fille ici, ma fille, faut qu'elle aille à quelque part. Faut que tu t'organises, faut que tu penses, là. Bon, elle, là, on envoie là. Bon, c'est à réajuster à tous les jours. Ou le jour, on vit au jour le jour, vraiment au jour le jour. Mais c'est vrai que ça bouscule une vie. C'est dur pour une vie. Je peux plus aller travailler, beaucoup de choses que je peux plus faire à cause de la maladie, mais ça va quand même bien pareil. Je dis tu as arrêté de travailler? Oui. Ah, ouais. Depuis tout début? Oui. Bon, il ressemble à Kivy, Elle a dû faire un plus gros rythme que ça avec les... La mère de Kivy vient de Chicoutimi. Les nombreux allers-retours, le travail qu'elle a dû laisser de côté, finissent par peser lourd. Parfois, la famille donne un coup de main. Monsieur Dion fait du mieux qu'il peut pour aider sa fille et son petit-fils. Vous participez aux soins? Oui. Vous avez fait tout le temps? Ben, pas tout le temps. J'ai couché, moi, 2 jours. Après ça, là, son ami a couché aussi. Comme je suis reposé hier dans mon camion pour partir aujourd'hui. J'ai pris une semaine de vacances, on est là, ouais. On passe nos vacances ici. Comment vous vivez ça, l'hospitalisation de votre petit-fils? Assez dur. Le plus important possible, c'est d'avoir une vie stable. Même pour eux autres. Parce que lui, des fois, il est plus capricieux, mais ils disent, ben, s'il fait quelque chose que vous n'auriez pas pris avant, là, que vous n'auriez pas accepté, ben, discutez-là. Il faut les discuter encore. Puis, ça, c'est plus difficile de dire, ben, écoute, pauvre petit, tu sais, il y a le cancer, il faut que je le discute. Mais c'est important. C'est important. Faut éviter de se protéger. C'est de très grand danger quand un enfant est malade, point. Mais quand il est beaucoup malade et quand il est hospitalisé longtemps, on a tendance à perdre de vue un peu les valeurs qui régissent habituellement la vie familiale. On protège l'enfant, on permet beaucoup de choses à l'enfant, et l'enfant, lui, réagit. Alors, il est plus déprimé, il est plus régressé, il est plus agressif. Et si on n'est pas capable de mettre des limites à ces comportements de l'enfant parce qu'on se sent triste, qu'on se sent coupable, pour d'autres raisons, l'enfant se sent anxieux. Vous la protégez, vous êtes protecteur? Ah oui, moi beaucoup. Je suis papa gâteau, comme on dit. Attention, là. Attention dans les marches d'escalier, là. C'est glissant, là. Là, je la tiens pas qu'à tombe, là. Et toi, tu te sens ça protégé? Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu aimes ça? Et, ouais. C'est gâté. Tu vois, c'est gâté, un peu. Des fois, ça t'achète pas trop? Des fois, ça me tente. Marie-Josée a passé tout l'été à l'hôpital. En septembre, elle a eu droit à un peu de répit, quelques heures à peine, pour retourner à la maison, près de Sainte-Justine, le temps de retrouver son piano et son chien Blackie. Mais les bons moments passent trop vite. Il lui faut regagner sa chambre au 5e étage de l'hôpital. Est-ce que tu es habituée à cette chambre-là? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans cette chambre-là? Je la nomme chanceuse pour moi. Parce que elle a été chanceuse pour moi dans les moments. Quand je suis vraiment malade, des fois tu peux regarder à l'extérieur, puis des fois tu dis, ah ben la personne, une personne fait du bicycle dehors, t'aimerais ça sortir toi aussi. Des choses que tu faisais beaucoup avant que tu sois malade, puis tu regardes le monde faire cette activité-là, puis des fois tu aurais le goût de sortir puis de faire la même chose, pour recommencer aux activités normales. de l'odeur. Le but, c'est que le rouge, il faut toujours qu'il avance. Pour tous ces enfants et adolescents confinés bien souvent à leur chambre, le jeu, c'est l'évasion. Les enfants restent dans leur chambre dans la grande majorité du temps. Leur seul endroit de plaisir, maintenant, c'est le corridor. Et le corridor. Et quand on vous dit le corridor, c'est toujours le corridor. Et vous voyez, à cœur de jour, et surtout encore le soir, la nuit, des fois, encore des enfants se promener avec leur poteau, papa, maman à côté,
et on ne fait que le corridor. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait le tour du bloc. On appelle ça le tour du bloc, mais c'est un double corridor qui fait que ça fait comme une espèce de carré. Et là, les gens s'amusent à se promener comme ça, des heures de temps. Les enfants du 5e, ce sont les siens. Le docteur Jocelyn Demers ne compte plus les heures passées à leur chevet. L'humanisation des soins demeure l'un de ses chevaux de bataille. Ici, on considère un peu ces enfants, un peu comme les nôtres. C'est difficile d'accepter ceci parce que, bon, le monde médical n'accepte pas tellement qu'on considère, si on veut, le patient comme son proche ou membre de sa famille. Mais je pense que c'est vers ça qu'on devrait évoluer quand même. Je pense qu'il faut en arriver quand même à une situation où, ensemble, on est capable de vivre ça et qu'on ne soit pas pris avec des barrières, avec disons, une hiérarchie qui fait qu'à ce moment-là, tout est paralysé. Qu'est-ce qui te dérange le plus quand tu es à l'hôpital très longtemps? Ma famille, je m'ennuie beaucoup. Puis je me sens comme à part. Comme c'est pas une vie normale. Une vie normale, un enfant qui a rien, il n'y a pas de maladie, il n'est pas souvent à l'hôpital, tout ça. Il était tout le temps avec sa famille, il a fait des sorties. C'est comme des journées normales. Tu fâches à l'intérieur de ça? Des fois, oui. Pas tout le temps? Non. Qu'est-ce que tu fais quand t'es fâchée? Je pleure. Ça sort. Je pleure. Est-ce que tu en veux à quelqu'un? En veux-tu au médecin? En veux-tu à la vie en général? Oui. Moi, j'aime bien dire aux parents que c'est sûr qu'il ne faut pas nier que ça a été difficile, que ça va rester un souvenir pénible, qui va s'estomper probablement, et qui, peut-être, l'enfant va garder certaines anxiétés, certaines peurs dues à ce séjour-là, dépendant aussi comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, mais que l'enfant va aussi garder des forces, et sa famille va garder des forces de cette expérience-là. Un enfant aux soins prolongés peut entraîner une remise en question du couple. On accorde toute son attention à l'enfant et on en oublie son partenaire. C'est très facile de tomber dans ce piège-là. Il faut qu'il y ait beaucoup de communication puis beaucoup d'amour parce que c'est très difficile à passer. Ça, c'est vrai, l'enfant prend tellement de place que tu oublies tout ce qui tourne autour de toi. C'est très, très facile de tomber. On est chanceux, là, nous autres, là, on est encore ensemble, puis on a traversé ça assez bien, là, mais ça demeure quelque chose qu'il faut travailler tout le temps. Catherine, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Depuis que Benoît est hospitalisé, Catherine, sa sœur, passe plus de temps chez la gardienne. Ce n'est pas facile non plus pour elle. Catherine a beaucoup mûri. Ça fait beaucoup plus songeuse. Souvent, moi, je dirais qu'elle encaisse beaucoup. Ça... elle s'exprime moins, souvent de l'air songeuse, là, renfermée un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait arriver de plus important? C'est qu'elle vienne. Bien, le souhait de sa petite sœur s'est réalisé. Benoît est de retour chez lui depuis que nous avons fait ce reportage et il va mieux. Mais malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. Marie-Josée, elle, n'est plus là. Elle est morte il y a un peu plus d'1 mois. Ses parents ont accepté que nous diffusions cette entrevue parce qu'elle y tenait beaucoup. C'est un cadeau qu'elle voulait nous laisser. Je puis vous assurer, madame et monsieur, que vous avez en ce moment précis la sympathie et la solidarité de tous ceux qui viennent de voir ce reportage.